Bonjour, il est 15 h. Merci de nous rejoindre pour suivre cette édition au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, a reçu ce matin les directeurs des instituts diplomatiques des pays membres de l'IGAD et en même temps ambassadeurs de leurs pays respectifs. C'était le titre. Merci de nous rejoindre. Mais avant cela, le président Guelleh confirme la construction prochaine d'une infrastructure militaire navale de la République populaire de Chine. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a indiqué hier dans une interview accordée à l'agence de presse britannique Reuters que la République populaire de Chine va bientôt démarrer la construction d'une base navale ici à Djibouti. Le président Guelleh n'a toutefois pas précisé quand vont démarrer les travaux et combien d'hommes donc vont être déployés. Le président Guelleh a défendu les droits de la Chine, de la République populaire de Chine, de construire cette base qui sera la première infrastructure militaire du genre de la Chine à l'étranger. La Chine protégera donc ainsi mieux les navires marchands ou les bateaux pétroliers battant pavillon chinois qui passent dans la sous-région. Le trafic maritime international sera mieux défendu ainsi. La Chine a voulu tirer profit du positionnement géostratégique de la République de Djibouti qui se situe à l'entrée de la mer Rouge, du golfe d'Aden et débouchant ainsi sur le canal du Suez. Notre pays accueille déjà donc des infrastructures militaires d'autres pays, dont les États-Unis et la France. C'est ce qu'a souligné le président Guelleh. La Chine avait déjà annoncé son intention de créer une base de soutien logistique de sa force navale, ce qui vient d'être donc confirmé par le président Guelleh dans cette interview. Djibouti est un point important, point de concentration de la flotte de guerre de plusieurs pays participant à la lutte contre la piraterie maritime, comme c'est le cas de la mission Atalante. Interrogé par la presse internationale lors de sa participation du 26e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, que la Chine populaire a le droit de défendre ses intérêts tout autant que n'importe quel autre pays du monde. Le président Guelleh a en outre précisé que Djibouti ambitionne d'être le Singapour de la région. Nous avons, a-t-il dit, énormément investi sur nos infrastructures pour être une place financière, commerciale et logistique de renommée. Quelques 12,4 milliards de dollars ont été investis pour ce faire. Cet investissement a été en partie facilité par des crédits de la Chine populaire, principalement ici à Djibouti. Nos ambitions sont légitimes, a déclaré le président Guelleh, ce qui va nous aider à réduire fortement l'impact du chômage. Les investissements chinois à Djibouti sont colossaux, a soutenu le président Guelleh. Le président Ismaël Marguerite a enfin souligné qu'il peut comprendre les inquiétudes de certains pays occidentaux, mais celles-ci ne sont pas justifiées, d'autant que ces pays bénéficient eux-mêmes des facilités logistiques, d'avitaillement et d'approvisionnement de navires de guerre. Fin de citation. Le président donc a enfin évoqué, je vais revenir sur ces projets en cours de réalisation dans cette intervention. Autre actualité de ce 15 h, le président de la République a reçu ce matin les directeurs des instituts diplomatiques des pays membres de l'IGAD et en même temps donc ambassadeurs de leurs pays respectifs. Au cours de cette rencontre avec le chef de l'État, il a été question du processus d'intégration économique régionale, la question sécuritaire et le changement climatique qui a un impact considérable sur la sous-région. Le président a encouragé les diplomates de prendre en charge les questions d'ordre économique en priorité durant ces 2 jours des travaux, mais aussi d'autres recommandations ont été faites à leur égard. La délégation a été introduite auprès du chef de l'État par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. Monsieur Segab Kebebe, directeur de l'Institut diplomatique d'Addis Abeba, et le directeur de l'Institut diplomatique kényan se sont tous deux réjouis de cet honneur d'être reçus par le chef de l'État, Ismaël Marguerite. Ils ont indiqué que durant ces 2 jours de travaux ici à Djibouti, nous travaillerons d'arrache-pied sur des questions d'intérêt commun entre les pays membres de l'IGAD et ce sans relâche. Pour sa part, le directeur de l'Institut diplomatique djiboutien a mis l'accent sur la place importante que la République de Djibouti entend entreprendre dans le processus d'intégration économique régionale. Il a affirmé qu'aujourd'hui, il est temps de relever ce défi. Je vous propose de l'écouter.
Le président de la République vient de recevoir le directeur des instituts diplomatiques de l'IGAD, qui sont des ambassadeurs. Donc il a reçu parce que notre région confronte une situation difficile dans le domaine économique. Nous sommes en train de faire des progrès dans les domaines de paix et de sécurité. Maintenant, l'IGAD, qui est la région un peu la plus en retard par rapport aux autres régions du continent, est en train de refaire surface, de s'organiser pour travailler dans les processus d'intégration économique régionale. Donc le président nous a encouragés de prendre en charge les questions économiques, intégration régionale en priorité, et il nous a donné un certain nombre de directives parce que nous aurons 2 jours à travailler ici à l'Institut des études diplomatiques pour mettre en place un plan d'action. Donc le ministre des Affaires étrangères l'avait auparavant donc présidé une conférence, une cérémonie de lancement de nos travaux. Il nous a donné un certain nombre de recommandations qui sera mise en œuvre et inclus dans le plan d'action. Donc maintenant, l'Institut des études diplomatiques, qui a été inauguré par le président de la République en 2014, est en train de prendre le leadership en matière de formation diplomatique et d'intégration régionale au niveau de l'IGAD. Aujourd'hui, c'est les résultats des efforts qui ont été fournis pendant 1 an et demi, et nous sommes vraiment très contents que Djibouti donc abrite aujourd'hui cette rencontre. Vous savez que nos diplomates ne sont pas préparés à prendre en charge les questions techniques économiques. Donc quand on va dans l'intégration, dans le processus d'intégration économique régionale, il y aura la mise en place des free trade areas, c'est-à-dire des zones de libre-échange. Ces zones de libre-échange doivent être protégées parce qu'il y aura des questions d'accès de marché, la question de règles d'origine, il y a d'autres dimensions qui interviennent dans ces marchés. Et si les diplomates ne maîtrisent pas ces questions techniques, c'est très important, nous ne pouvons pas donc protéger nos intérêts économiques. Et voilà qui nous ramène de parler de cette première conférence régionale des directeurs des académies diplomatiques des pays de l'IGAD qui a été inaugurée ce matin par le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, à l'Institut des études diplomatiques de Djibouti. Et ce, en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, M. Joseph Silva, le secrétaire exécutif de l'IGAD, Mahboub Ma'alim, et la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement, Mme Valérie Cliff. Cette réunion de 2 jours permettra donc de mettre en place une coopération régionale plus étroite dans le domaine de la formation des diplomates, mais aussi parler de l'enveloppe régionale pour l'Union africaine et la région de l'IGAD pour la période 2014-2020 qui pourrait soutenir cette initiative avec une valeur estimée à 80 millions d'euros. Rappelons que l'IGAD vient de célébrer son 30e anniversaire et travaille d'arrache-pied et étroitement avec l'Union européenne dans de nombreux domaines tels que la prévention des conflits, la résilience et l'exploitation des ressources naturelles. Dans un discours prononcé lors de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères a expliqué les expériences et les grands défis à surmonter. Pour plus de précisions, je propose de le suivre. Permettez-moi de vous souhaiter à tous la bienvenue à l'Institut des études diplomatiques pour cette réunion où nous avons l'honneur de vous accueillir. Mesdames et messieurs, l'IED et son équipe, à leur tête, monsieur le directeur Moussa Ali Megak, auront l'opportunité de ce matin de partager avec vous leur expérience, les défis auxquels ils ont été confrontés et surtout les étapes franchies durant cette année et demie de l'existence de notre institution. Mais il s'agira d'abord d'apprendre de l'expérience des instituts de la région qui sont plus accomplis et plus anciens dans ce domaine. It's not working. No, it's not working. It's working now. Okay. Mais il s'agira donc d'apprendre de l'expérience des instituts de la région qui sont plus accomplis et plus anciens. Toujours est-il que nos institutions de recherche, de formation,
et des études diplomatiques représentent les outils et les instruments d'une diplomatie qui se veut moderne et en phase avec les grands défis de notre époque. Notre sous-région demeure un condensé de ces mêmes grands défis que nous devons surmonter ensemble. Les conflits et les crises internes, le terrorisme et la piraterie, l'environnement et les changements climatiques, les migrations et le trafic humain, le développement durable, les problématiques connues de tous. Les objectifs de développement durable dans le cadre de l'agenda 2030 et le besoin d'une intégration économique régionale accélérée devraient nous amener à initier des partenariats entre les instituts qui ont pour objectif de promouvoir le capital humain et le renforcement des capacités. Autre actualité, le ministère du Travail a abrité aujourd'hui la signature d'une convention collective et ce sous le patronage du ministre du Travail, Abdi Hussein. Étaient présents donc à cette cérémonie les agents privés, notamment l'AGS, GIP-Clear, EAD, GIP Intérim, etc. et les syndicats des travailleurs. Cette convention collective qui vise donc à améliorer les rapports de travail entre les agences privées d'emploi et les travailleurs qu'ils emploient dans le but de mettre à disposition des entreprises utilisatrices compétentes en la matière les dispositions du Code du travail portant donc le décret numéro 2004-54 du ministère. La mise en application de cette convention collective permettra donc d'allonger la durée du travail afin de sortir les ménages de la précarité. Une convention attendue depuis quelques années qui mettra fin à la précarité des employés djiboutiens qui travaillent pour le compte des APE. Et aujourd'hui, je pense que c'est un grand jour, aussi bien pour les employeurs que pour les employés, et aussi pour l'administration qui sera aujourd'hui aussi déchargée de toutes ces doléances qui n'arrêtent pas d'en finir. Et moi, je peux dire que bravo aux gens qui ont affiné cette convention vraiment qui fait avancer les droits des Djiboutiens, les droits des travailleurs djiboutiens. Et surtout au ministre qui a tant travaillé pour qu'aujourd'hui la convention soit signée de toutes les parties. Donc je dis bon courage pour la suite et encore merci. Et pour plus ample explication, écoutez le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, M. Abdi Hussein Ahmed. Ça fait au moins 3 ans que nous avons préparé cette convention, que certains salariés de ce secteur n'arrêtaient pas de nous relancer pour mettre fin à cette injustice, puisque cela les mettait dans une précarité, c'est vient de le dire. Cela ne leur donnait pas droit à contracter des prêts, cela ne leur donnait pas droit à une reconnaissance même dans la société. Aujourd'hui, c'est près de 40 000 personnes qui sont concernées, puisque je vous rappelle qu'au moins 6 000 travailleurs travaillent avec ces agences privées d'emploi. C'est une injustice qui vient de terminer, c'est un grand jour, et nous pensons que cette politique qui a été édictée par le président de la République, son Excellence Madame Guélé, qui était à chaque fois d'aider les plus démunis parmi nous. Vous l'avez vu au mois de décembre, un certain nombre de mesures avaient concerné les retraités. Il en sera de même pour les retraités militaires, pour lesquels nous sommes en train de faire des projets pour que leur droit donc, à ne plus avoir des régimes de 10% de retenue soit supprimé. Aujourd'hui, c'est au tour de ces travailleurs des agences privées d'emploi d'être aidés, de faire en sorte que leur projet soit soutenu, qu'ils soient employés en tant que contrat à durée indéterminée. Et nous pensons que c'est un début, qu'à chaque fois, nous allons améliorer la situation et le sort des plus vulnérables parmi nous.
Santé cette fois, où le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Ousmane, a tenu donc hier dans son bureau une réunion d'information sur l'apparition du virus Zika en Amérique latine et le partage des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé à suivre en matière de prévention. L'objectif donc de cette réunion présidée par le ministre de la Santé était d'être au même niveau d'information sur l'apparition de ce nouveau virus Zika qui sévit actuellement en Amérique latine et dans quelques pays d'Afrique. Il est important, a-t-il dit, que tous les intervenants interagissent ensemble en se partageant les informations futures de l'évolution de cette épidémie. Même si actuellement ce virus Zika est loin de la République de Djibouti, il est toutefois important que les contrôles continuent au niveau des ports d'entrée du pays, à savoir l'aéroport et le port de Djibouti, cela en raison de la mondialisation et des flux de marchandises et d'êtres humains. Et le sujet donc magazine de ce mercredi, c'est cette femme, conductrice de camionnette sur les routes caillouteuses. Depuis 1999, la politique de promotion du genre initiée par le chef de l'État a eu un impact très positif sur les femmes qui occupent tous les postes de l'administration. Certains ont des postes politiques au sein du gouvernement, de l'Assemblée à la magistrature et même dans le secteur privé, les femmes sont très actives. Cet engagement donc a fait des émules auprès de certaines femmes, même dans les zones rurales où nous avons croisé une jeune conductrice d'une camionnette sur des routes caillouteuses. C'est à la ville blanche, donc la région de Tadjoura. Elle est devenue une fierté pour ses parents, une source d'admiration, j'y arrive, et d'exemple donc pour ses camarades et un symbole fort donc de la promotion du genre et de l'égalité entre le sexe homme-femme. Le portrait de cette femme dans ce magazine préparé par Yousfa Abdallah sur les images de Saïd Dimbio, commenté par Nagat Fouad. Les femmes conduisent les voitures, mais principalement en ville. Mais il est rare de croiser une conductrice de camionnette dans les zones rurales, surtout sur les routes difficiles de Tadjoura, Dora, Bel'ou. La jeune conductrice de camionnette que notre collègue de Tadjoura, Dimbio, a croisée s'appelle Halima Youssouf Ali. Elle est née en 1996 à Dora. Actuellement, étudiante au lycée de Tadjoura, Halima est une sportive et elle est sélectionnée dans l'équipe de handball de sa région. À première vue, c'est une fille comme les autres. Elle a l'air un peu timide, mais très vigilante lorsqu'elle conduit sa camionnette sur la route de Tadjoura, Dora, et même jusqu'à Moussa Ali. Souvent, ce trajet est très difficile à parcourir. Elle exerce le métier d'un homme avec rigueur. Son père, Ali Youssouf, personnalité connue de la région de Tadjoura, puisqu'il fut autrefois chauffeur de ses propres camionnettes fréquentant cette route, menant à Tadjoura, Bel'ou. Sa famille réside à Dora. Halimo a obtenu son permis de conduire l'année dernière. Elle peut enfin aider son père à conduire ses voitures. Elle connaît très bien la mécanique et elle entretient d'une manière régulière sa voiture. Halima me soutient beaucoup. Des fois, elle m'accompagne. Parfois, elle fait le trajet toute seule, précise-t-il. Je suis fier d'elle puisque c'est la première fille à conduire dans ce secteur de Dora. C'est une avancée majeure pour les femmes tadjouriennes et surtout pour les femmes de Dora. Halima est un exemple pour les jeunes filles de son âge et c'est une première pour les femmes de notre région qui sont prêtes à exercer tous les métiers, ajoute-t-il. Ceci est le résultat de la politique de promotion du genre initiée par le président de la République depuis son accession à la magistrature suprême, a conclu son père. C'est la première conductrice de Dora et c'est une nouveauté pour nous parce que les femmes ici sont toutes à la maison ou en train de garder leur bétail le plus souvent. Halimo est confiante puisqu'elle a acquis du rudiments de mécanique. Elle ne démarre jamais sa voiture sans avoir au préalable vérifié le moteur. À un contrôle de la gendarmerie, elle montre fièrement son permis et ses papiers de véhicule. Halima Ali Youssouf nous a indiqué, je cite, que le plaisir de conduire m'est venu à l'esprit toute petite puisque mon père était le propriétaire des camionnettes allant de Tadjoura à Dora et Bel'ou. En effet, cet engagement résulte de l'impulsion du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, aux côtés des femmes depuis son accession à la magistrature suprême du pays, puisqu'il a encouragé les femmes à s'impliquer partout dans le développement et dans le monde du travail. Grâce à cet engagement, précise Halimo, les femmes occupent aujourd'hui tous les postes et elles sont représentées dans le gouvernement et à l'hémicycle. Par ailleurs, elle a tenu à féliciter la première dame du pays, Khadra Mohamed Haïd, pour les efforts constants en faveur de la promotion de la femme. Au niveau de la région de Tadjoura, la population aspire beaucoup au développement de la route de Tadjoura-Bel'ou en construction destinée à relier Djibouti à l'Éthiopie.
Les travaux du port avancent à grands pas et tout cela constitue de grandes opportunités pour les hommes que pour les femmes. Halimo reste un modèle pour ses camarades de classe, pour les femmes dans sa localité, mais aussi pour son père. Actuellement, donc, la jeune Halima prépare son bac ici à la capitale en tant que candidate libre. Pour autant, donc, elle n'a pas oublié sa région natale et effectue des visites fréquentes à Tadjoura et Dora pour venir en aide à sa famille. Éducation cette fois avec les premières rencontres entre parents et enseignants qui ont eu lieu hier après-midi dans les écoles primaires de la capitale en présence du chef de service de l'enseignement de base, Abdi Dirir, qui a supervisé le bon déroulement de ces rencontres. Ces rencontres interviennent à la fin du second trimestre de l'année scolaire qui est l'occasion des remises des bulletins scolaires aux parents d'élèves. C'est donc un moment privilégié où les enseignants trouvent le temps d'éclairer les parents sur la scolarité et le travail de leurs enfants, mais aussi l'occasion pour les parents de nouer des contacts réguliers avec les enseignants pour assurer ainsi le suivi de leur enfant, tant du point de vue de la régularité, le sérieux et l'assiduité qu'ils mettent dans leur travail scolaire. Il s'agit donc d'un exercice de suivi très prisé autant par les parents que des professeurs qui y trouvent un intérêt mutuellement bénéfique. Hier, les parents ont pu trouver des réponses à leurs interrogations sur l'ensemble des sujets en lien avec la scolarité de leurs enfants. Au cours de cette rencontre, les enseignants ont pu leur donner entière satisfaction sur les forces et les faiblesses de leurs élèves et les solutions à envisager une rapide rémédiation pour une réussite scolaire de leur fils ou de leur fille. Cette semaine constitue donc un moment privilégié dédié à ces rencontres parents-enseignants dans les établissements scolaires du pays, aussi bien dans la capitale que dans les régions de l'intérieur. Les jeunes de la capitale donc se sont mobilisés pour fortement venir tous. Enseignants sont déroulés dans toutes les écoles de la ville de Djibouti et nous avons pu visiter nous-mêmes comment se déroulaient ces rencontres. Je crois que ce qui est très important aussi, pour que ce soit au niveau des parents, que ce soit au niveau de notre système éducatif, c'est qu'il y ait un moment de porte ouverte pour les parents pour qu'on puisse discuter sur les apprentissages des enfants. Ces réunions qui se déroulent une fois tous les 2 mois ont permis aux parents de prendre connaissance des points forts et des points faibles de leurs enfants. Et surtout, c'était un moment où les enseignants ont exposé aux parents comment suivre leurs enfants, surtout, et comment aider les enfants à la maison. C'était très fructueux cette rencontre. Nous remercions les parents d'élèves qui se sont déplacés. Et également, nous encourageons les équipes pédagogiques des différentes écoles pour poursuivre ce mode de rencontre, car ça permet aux enfants de mieux avancer dans leurs apprentissages. Et cette image donc des jeunes de la capitale qui se mobilisent donc pour une sensibilisation massive de la population en matière de paix et pour une participation efficiente au développement du pays. C'est dans ce sens que les jeunes du quartier 10 et 11 ont organisé une soirée sous forme de discussion et de débats fructueux. Le thème de prédilection était donc la paix, l'unité, l'égalité et le développement socio-économique de notre nation. Cette rencontre a vu la participation des centaines de femmes, des jeunes, des moins jeunes issus de 2 quartiers populaires du grand faubourg de Balbala, en l'occurrence le quartier 10 et 11. Passons à présent à ce qui fait la une de l'actualité hors de nos frontières en Éthiopie. Plus de 100 lions découverts dans le parc Al-Atash en Éthiopie. Des scientifiques ont confirmé donc l'existence d'au moins 100 lions dans une région reculée du nord-ouest de l'Éthiopie. Une bonne grande découverte au vu du nombre de plus en plus réduit de l'espèce en Afrique. Idrissa Adouta. Nous revenons donc sur cette information où l'Éthiopie a donc des scientifiques ont découvert qu'au moins 100 lions existent dans une région reculée de l'Éthiopie, au nord-ouest de l'Éthiopie. Une bonne grande découverte donc au vu du nombre de plus en plus réduit de cette espèce en Afrique. Je vous disais donc 200 000 lions au milieu du 21e siècle. Il n'en reste plus que
20 000 sur le continent africain, un nombre qui pourrait diminuer de moitié d'ici les 20 prochaines années. L'équipe du docteur Hans Bauer a confirmé donc la présence de l'espèce dans le parc national à la tâche du nord-ouest de l'Éthiopie, à la frontière avec le Soudan, lors d'une mission scientifique. Elle a également conclu à la présence des lions côté soudanais dans le parc de Dinder. Elle a évalué entre 100 et 200 le nombre de fauves dans les deux parcs. La Born Free Foundation, spécialisée dans la protection de la faune, qui a fait donc l'annonce hier, a également fait état de nombreuses empreintes relevées par les scientifiques. Ces derniers sont parvenus à capturer des images de lions prisés par des appareils, donc munis des appareils de capteurs et de mouvements, et donc ils ont disséminé dans les parcs éthiopiens. C'est la toute première fois qui confirmait la présence de ces lions dans cette zone censée avoir perdu tous les fauves au XXe siècle du fait de l'action de l'homme. Et à Genève, donc, l'opposition syrienne annule sa réunion avec l'émissaire de l'Organisation des Nations Unies, alors que le début de négociations entre régime et opposition syrienne était annoncé pour mardi. L'opposition a annulé sa réunion avec l'émissaire de l'Organisation des Nations Unies, notamment en raison des opérations des forces syriennes et russes autour d'Alep. Idrissa Deta. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Stéphane de Mistura, a annoncé mardi 2 février que les négociations indirectes entre régime et opposition syrienne commenceraient dans l'après-midi. Mais à la mi-journée, la délégation de l'opposition a fait savoir qu'elle a annulé sa réunion avec lui, protestant ainsi contre l'aggravation de la situation en Syrie. Il n'y a pas de rencontre avec l'émissaire Stéphane de Mistura, a déclaré la presse Farah Attassi, membre de la délégation de l'opposition. Nous avons présenté nos exigences. Il n'y a aucune raison de répéter la même chose avec M. de Mistura. Une porte-parole de l'ONU a confirmé que la réunion prévue mardi en fin d'après-midi avait été annulée. Le Haut Comité des négociations, coalition d'opposants au régime de Bachar al-Assad, a eu sa première réunion officielle lundi au Palais des Nations de Genève avec l'émissaire de l'ONU. Il devait s'entretenir à nouveau mardi en fin d'après-midi avec M. de Mistura, qui a rencontré dans la matinée la délégation du régime de Damas. Ces tensions à Genève coïncident avec une vaste opération militaire débutée lundi par l'armée syrienne et les forces russes dans la région d'Alep. Selon des médias d'État syriens, les forces loyalistes ont avancé au nord-ouest d'Alep en direction de Nouboul et d'Al-Zahra, des villages chiites pro-Assad, assiégés par les rebelles depuis plus de 3 ans. En outre, les gains territoriaux des forces pro-Assad menacent les lignes d'approvisionnement des insurgés entre la Turquie et Alep. Pour l'opposition, qui souligne que sa délégation n'est pas à Genève pour négocier, mais pour tester les intentions du régime, il ne peut y avoir de discussion même indirecte tant que le gouvernement syrien bombarde des secteurs civils, maintient les blocus des villes assiégées et refuse de libérer des détenus. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Attendez le focus donc tout de suite, mais avant cela, une page publicitaire. La Société de commerce et de services internationaux informe le public du Moussia l'envoi de 150 employés hommes à l'Arabie Saoudite pour différents types de métiers. Vendeurs, ingénieurs, comptables, expérience et diplômes souhaités. Joindre pour ce focus avec nous sur ce plateau, Idrissa Adeta. Bonjour Idriss. Bonjour. Donc nous allons tout de suite attaquer les États-Unis avec les surprises des primaires de l'Iowa. Oui, effectivement, Ali, c'est la première surprise de ces républicains américains. À la victoire côté républicain, c'est Ted Cruz. Le sénateur très conservateur du Texas est arrivé en tête avec plus de 72% des voix. Derrière, presque à 4 points, le grand favori de sondage, le sulfureux milliardaire Donald Trump, a préféré révitaliser sa défaite. Personne ne l'attendait à ce niveau. Marco Rubio, le sénateur de Floride, talonne ses deux rivaux à 44 points et suivi par son dynamisme. Dans le camp démocrate, Hillary Clinton l'emporte d'extrême justesse, 8 ans après une défaite amère dans cet état de l'Iowa. La surprise du côté Sanders, c'est 74 ans, lui qui représente l'aile gauche du parti, fait G égal avec Hillary Clinton. Tous les candidats ont maintenant rejoint le New Hampshire, le prochain État qui devra le départager mardi 9 février. Et la Corée du Nord, donc, qui inquiète la Chine d'un possible tir de missiles et les pays de l'Occidental en l'occurrence, donc qui sont pour la politique occidentale, en l'occurrence le Japon et la Corée du Sud. Et effectivement, l'intention affichée par Pyongyang de procéder à un tir de missile a été largement condamnée par les capitales étrangères mercredi hier. La Chine se disant inquiète. Le Japon prévoyant d'ouvrir le feu sur tout projectile qui menacerait son territoire.
Quelques semaines après avoir mené son 4e essai nucléaire, le régime le plus fermé du monde a averti 3 agences de l'ONU de son intention de lancer entre le 8 et 25 février une fusée transportant un satellite. Nous exprimons nos graves inquiétudes sur ce sujet, a déclaré Lu Kang, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, exhortant la Corée du Nord à s'abstenir d'actions qui pourraient conduire à une escalade des tensions dans la péninsule coréenne. La Corée du Nord assure que son programme spatial a des visées purement scientifiques, mais les États-Unis et leurs alliés voient ces essais de fusées comme une couverture à son programme de développement des missiles balistiques intercontinentaux. Le gouvernement sud-coréen a rappelé de son côté que l'utilisation de la technologie balistique constitue une violation des résolutions de l'ONU, avertissant que Pyongyang aura à payer les prix forts s'il mène à bien ses projets. Le premier ministre japonais Shinzo Abe a qualifié ces projets de sérieuses provocations. Son ministère de la Défense a ordonné la destruction d'un tel missile s'il s'est confirmé qu'il tombe sur le territoire japonais. L'annonce nord-coréenne survient après des rumeurs ces derniers jours sur la préparation par Pyongyang d'un test des missiles balistiques. Elle constitue une super enchère de Pyongyang face à la communauté internationale qui tente de durcir les sanctions contre les régions les plus isolées au monde, après son annonce le 6 janvier d'un 4e test de bombe nucléaire. On suivra donc de très près cette information. Merci donc à vous de l'avoir suivi et merci donc à vous que nous suiviez partout dans le monde, notamment donc au Caire.